Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, avec Michel Elchaninov, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, avec Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote, et avec Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « 8 milliards d'humains et moi, et moi, et moi ». Il est ainsi chapeauté. Nous serons 8 milliards à vivre sur Terre le 15 novembre prochain, selon la dernière étude démographique des Nations Unies. La division population de l'ONU a également livré des projections à l'horizon 2050, ainsi que des estimations pour la fin du siècle. Vertige des chiffres. La population globale culminerait à 10 milliards 400 millions d'humains. La Chine ne serait plus alors sur le grand ring mondial qu'un poids moyen, affichant seulement 700 millions d'habitants. Et l'Afrique, aujourd'hui sous-peuplée, deviendrait une hyperpuissance démographique avec 4 milliards d'habitants. Un monde singulièrement modifié. Serons-nous trop nombreux? Ne le sommes-nous pas déjà? D'apparence simple, ces questions sont en réalité complexes et appellent des réponses nuancées. Nous avons mis en ligne mercredi nos échanges avec le public venu participer à l'enregistrement de notre dernière émission à la Fondation Jan Michalski à Montrichet, en Suisse. Il va sans dire que nous reprendrons mercredi prochain la mise en ligne de nos entretiens avec Amos Reichmann autour du livre qu'il a consacré à Jacques Chiffrin, né à Bakou, voyageur à travers l'Europe, installé à Paris, où il sera le fondateur des éditions de la Pléiade avant de devoir quitter la France lors de l'occupation nazie, quitter la France pour les États-Unis, où il donnera tout leur dynamisme aux éditions Pantheon Books, à New York. C'est sous le titre « Un éditeur en exil » qu'Amos Reichmann a publié sa riche biographie aux éditions du Seuil. Notre prochaine émission en public, pour laquelle vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en allant sur notre site et en cliquant sur le lien « Les émissions en public », aura lieu le premier dimanche de novembre, autrement dit le 6, sauf erreur de ma part. Merci à nos contributeurs. Puissent-ils faire des disciples, des émules, des imitateurs et même des épigones? N'oubliez pas que vos contributions assurent la pérennité de nos conversations, ni qu'elles sont défiscalisées à hauteur de 66%. Intéressons-nous maintenant aux pénuries, aux grèves, aux manifestations et à la question de l'évolution ou pas de la protestation à l'explosion sociale. Le 11 octobre, face à la grève persistante dans les stations et dépôts de carburant qui provoquait depuis plus de 10 jours pénuries et files d'attente, la première ministre Elisabeth Borne a mis à exécution sa menace de réquisition. Un accord salarial avait été obtenu entre la direction du groupe Esso ExxonMobil et les syndicats majoritaires, laissant présager un déblocage progressif chez Total Energy, et la direction y a finalement ouvert les négociations le 13 octobre. Le dimanche 16 octobre, orchestré par la nouvelle Union populaire écologique et sociale, la grande marche contre la vie chère et l'inaction climatique a confirmé les tensions sociales qui agitent le pays. Réunissant quelques 140 000 personnes selon les organisateurs et 29 500 selon le cabinet indépendant Occurrence, le mouvement préfigure aux yeux de son principal instigateur, Jean-Luc Mélenchon, je le cite, « la conjonction de la mobilisation populaire, de la mobilisation syndicale et de la crise institutionnelle. » Le soir même, la Première ministre a exhorté les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. Lundi, le chef de l'État a convoqué une réunion à l'issue de laquelle la ministre de la Transition énergétique a annoncé que les préfets seraient mobilisés un cran au-dessus pour accélérer l'acheminement des carburants vers les stations. Après la mobilisation du 29 septembre, une autre journée interprofessionnelle a été lancée le 18 octobre par la CGT, avec FO, Solidaire, la FSU, ainsi que des mouvements de jeunesse. Premier syndicat de France, la CFDT n'a pas participé au mouvement, s'opposant ainsi aux grandes manifestations interprofessionnelles, inefficaces à ses yeux pour obtenir des augmentations salariales dans les entreprises. Mardi, 107 000 manifestants ont défilé en France, dont 13 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. La CGT revendiquait quant à elle 70 000 manifestants à Paris et 300 000 à l'échelle nationale.
Les participants défilaient pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. Autre motif de mécontentement qui a convaincu Force ouvrière de se joindre au mouvement, les réquisitions. Pour Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, je cite, « La mobilisation décevante des manifestations syndicales de ces dernières semaines montre une certaine lassitude vis-à-vis de la capacité à changer le cours de l'action de l'exécutif par la rue. Le recours à l'article 49.3 mercredi, décidé par la Première ministre, pour faire passer le budget n'apaisera pas le débat public ni la manifestation organisée jeudi par l'Institut pour la justice, un think tank proche d'Éric Zemmour, pour officiellement rendre hommage à la petite Lola, tuée le 14 octobre à Paris. Sur cette question, Nicole Niesotto. Oui, là, on voit bien avec toutes ces manifestations et grèves qu'il y a effectivement une colère sociale en France, mais ce qu'on a vu aussi après les manifestations et notamment la journée du mardi 16, c'est que cette colère sociale ne se transforme pas en révolte sociale. Et alors, certains s'en étonnent. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'arguments qui peuvent expliquer pourquoi ça ne décolle pas. Je crois que le premier argument, c'est qu'en fait, on est dans un État qui est déjà très redistributeur. Et depuis la crise du Covid, le gouvernement a effectivement beaucoup donné en termes d'aide, soit aux entreprises, soit aux particuliers, la prime Macron, etc. Et d'après Bercy, on aurait donné 140 milliards d'euros depuis 2020, soit 7% de PIB, en politique de soutien aux entreprises et aux particuliers. Et je rappelle d'ailleurs, je fais une parenthèse, la France est quand même le pays où on paye le plus d'impôts, où on paye le plus, où il y a le plus de redistribution sociale et où il y a le plus de mécontentement, ce qui est quand même un des grands paradoxes français. Mais donc, le gouvernement a beaucoup redistribué depuis la crise du Covid et depuis la nouvelle crise ukrainienne et avec l'inflation et la crise de l'énergie qui s'ensuit, on a également eu des politiques assez redistributives avec une augmentation de 3,5% de la valeur du point d'indice du salaire des fonctionnaires, avec une augmentation de 10% des enseignants au début de carrière, une augmentation pour les infirmières, etc. Et même les entreprises privées ont été sollicité par le gouvernement pour augmenter. Alors, plusieurs l'ont fait, pas toutes, mais plusieurs l'ont fait dans des conditions qui ne sont pas négligeables. Plus 6% pour la NSCF, plus 6% pour Bouygues, plus 3,5% de Total en février, etc., etc. Donc, je pense qu'une des premières raisons, c'est que les gens savent, même s'ils n'en sont pas reconnaissants, considèrent que quand même l'État redistributeur existe en France et que beaucoup d'entre eux, en particulier les petites entreprises et les artisans à leur compte, ont bénéficié de cette manne redistributive. La deuxième raison, je crois, pour laquelle la colère ne prend pas, c'est que ce qui peut porter la colère sociale, c'est-à-dire les syndicats et les partis politiques d'opposition, sont extrêmement désunis. Alors, c'est pas nouveau, mais là, c'est quand même très flagrant. On a des syndicats qui sont très mobilisés, mais de plus en plus désunis, et on a des partis politiques de gauche qui sont apparemment unis au Parlement, mais quand même extrêmement ridicules, ou pardonnez-moi l'expression, mais à côté de la plaque sociale. Et donc, cette absence de courroie, si je puis dire, à part la CGT, mais qui est rentrée dans un extrémisme qui, à mon avis, ne lui rapportera pas grand-chose, explique en partie que la mobilisation ne prend pas, en tout cas que la convergence des luttes, comme le souhaite depuis 30 ans Mélenchon, ne prend pas, et surtout le phénomène gilet jaune, s'il tentait qu'il reviendrait un jour, ne passe pas par ces courroies traditionnelles. Et la troisième raison, je pense, alors là, elle est plus sociologique et elle est plus même philosophique, c'est, je pense qu'on a ici la rançon de notre société hyper individualiste. Dans cette société, le sentiment du collectif, de la lutte générale, à mon avis, prend beaucoup moins qu'autrefois dans les sociétés industrielles, ouvrières traditionnelles. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, chaque lutte est très individualisée et que la réunion de toutes ces luttes pour faire un mouvement social d'ampleur ne prend pas. Mais je crois qu'il faut vraiment
il faut vraiment regarder ce côté de l'hyper-individualisme. En revanche, Philippe, il y a quand même 2 éléments d'inquiétude qui, à mon avis, font que le problème n'est que repoussé. Il n'y a peut-être pas convergence des luttes, mais il y a coïncidence des crises. Et ça, c'est une première, en tout cas, dans l'histoire, non pas seulement de la France, mais de nos démocraties. C'est-à-dire, on a des gouvernements qui doivent gérer en même temps la crise climatique, la crise géopolitique, la crise sociale, la crise des retraites, parce qu'elle est valable dans tous les pays européens. Et donc, cette coïncidence des crises, aujourd'hui, entraîne un sentiment de défaitisme, parce que les gens se disent qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire dans cet état du monde, mais pourrait aussi amener, avec une étincelle que personne ne devine aujourd'hui, au contraire, à une révolution globale. Et le deuxième point, je termine là-dessus, d'inquiétude quand même sur l'avenir, ce sont quelques sondages européens, en particulier depuis la guerre en Ukraine. Le Eurobaromètre a fait tous les 3 mois maintenant donc une série de sondages, et on s'aperçoit que le pourcentage des gens qui pensent que la guerre en Ukraine n'affectera pas leur vie ni leur prospérité personnelle augmente. Qui n'affectera pas, diminue considérablement. Aujourd'hui, on a plus de 80% des gens, 84 en France, 86 en Allemagne, 90% en Italie, qui pensent que la guerre en Ukraine affectera leur vie personnelle et que les gouvernements s'occupent plus de l'Ukraine que de leurs problèmes sociaux. Et ça, je crois que c'est un élément d'inquiétude. Akram Belkaïd. Il est indéniable que la situation sociale est très préoccupante et effectivement, le nombre inférieur de manifestants à ce qu'espéraient les organisateurs de cette marche peut être aussi analysé, pour compléter ce qui vient d'être dit, de différentes manières. C'est-à-dire que une journée de déplacement par les temps qui courent, avec ces pénuries d'essence qui sont un facteur assez intéressant à utiliser sur le plan structurel, sur le plan de la capacité de la France à encaisser ce genre de crise, c'est pas négligeable. L'autre question aussi qui mérite d'être mentionnée, c'est qu'aujourd'hui, dans les milieux traditionnellement habitués à aller manifester, à se mobiliser, on y va de moins en moins facilement. Parce que, au cours de ces dernières années, les manifestations ont été violentes, parce que les techniques de nassage mises en place par les forces de l'ordre rebutent de nombreuses personnes. Et je pense qu'il y a ce phénomène qui est assez intéressant à noter, c'est que la manifestation aujourd'hui est aussi vue par beaucoup de gens qui auraient été enclins à y aller comme étant un risque pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants. Et ça, ce n'est pas négligeable et c'est même inquiétant en démocratie. Alors, sur la question économique en règle générale, je suis d'accord pour dire que cette coïncidence de crise est assez inquiétante, d'autant qu'on a ce regain de l'inflation qui n'est pas du tout neutre, qu'on a aussi des politiques, on voit bien que chaque pays opte pour des politiques qui ne tiennent absolument pas compte, je dirais, de ce que fait le voisin. Je pense notamment aux États-Unis qui sont aujourd'hui dans une stratégie qui ne les concerne qu'eux-mêmes, avec un relèvement de taux progressif de la Réserve fédérale qui va mettre, je dirais, le désordre, qui va créer le désordre sur les marchés émergents. Et on sait que ce genre de vague, en règle générale, se termine par des difficultés sur les marchés financiers qui ensuite se répercutent sur l'économie réelle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de débat réel sur la question des salaires. C'est-à-dire que chacun joue sa partition, mais on est... alors, il y a eu des augmentations, bien entendu, mais on sait bien que la courbe des augmentations de salaire depuis maintenant une quinzaine d'années est assez étale. C'est l'un des effets de la mondialisation, c'est l'un des effets de la menace des délocalisations. Aujourd'hui, je pense qu'on atteint une situation où, dans les entreprises, dans les administrations, la revendication numéro 1, c'est l'amélioration du pouvoir d'achat et une amélioration qu'on ne voit pas venir et donc mobilisation à venir certainement. Béatrice Gibelin.
Moi, je souscris totalement à ce que vient de dire Akram. Je pense que la question du pouvoir d'achat est une question absolument majeure. Avec un salaire médian qui n'est même pas à 1 800 € par mois et une inflation qui monte, surtout dans des produits alimentaires, se pose la question de comment on va finir le mois. Si on ajoute aussi l'augmentation des prix de l'électricité, pour des tas de familles, faire les courses de fin de semaine, ça va devenir un vrai problème. Donc, s'il n'y a pas eu vraiment de mobilisation, mais il faut dire aussi que annoncer une grande manifestation à peine une semaine avant, c'est difficile de mobiliser véritablement. Par ailleurs, dans le contexte aussi de pénurie d'essence, y aller, c'était pas non plus évident. Mettre beaucoup de cars pour amener beaucoup de gens, il fallait encore que les cars puissent avoir du carburant pour venir. Donc le contexte n'y était pas favorable. Mais je pense que la question du pouvoir d'achat est une question absolument majeure. Et d'ici un mois ou deux, les tensions sociales vraiment importantes seront là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on aura de nouveau un mouvement de gilets jaunes. L'histoire ne repasse pas les plats de la même façon. C'est pas du tout évident. Et puis on a un gouvernement qui est à l'affût. Il s'est fait surprendre une fois, il va peut-être pas se faire surprendre une deuxième fois. Mais je pense que véritablement, on a aussi cette division syndicale qui est importante. Pour la CFDT, compte tenu de l'importance du pouvoir d'achat, tout ce qu'on peut gagner en gain dans une négociation, on doit le faire. Et il est sur une logique syndicale et pas sur une logique politique. La CGT, c'est une autre façon de voir les choses. Ça a toujours été un peu plus, se voulant un syndicalisme plus révolutionnaire. Et donc, il y a des enjeux qui sont des enjeux de rivalité entre ces deux grands syndicats. Qui prendra le dessus dans les négociations qui sont en train de se faire? Je pense que c'est une question extrêmement importante. Et le dernier point, c'est qu'on a une CGT avec Martinez qui arrête son mandat en mars 2023. Il a une candidate qui est une femme et qui est issue de l'éducation nationale. Et il a face à lui le bloc de la chimie de la CGT qui ne veut pas de cette candidate. Donc il y a là aussi un rapport de force interne. Je ne dis pas qu'il suffit d'expliquer tout, mais je pense qu'il est intéressant de le prendre en compte. Michel Janilov. Alors, effectivement, il faut comprendre pourquoi cette série de manifestations, de protestations ne s'est pas transformée en explosion. Et revenons sur le scénario de la semaine. D'un côté, on avait l'impression d'une montée des antagonismes sociaux et politiques. D'un côté, des grèves dans les raffineries qui n'ont pas été anticipées, qui ont duré, qui durent encore. Une réaction du gouvernement qui est passée par une accusation de vouloir bloquer le pays et des réquisitions. Donc, tout de même, un antagonisme fort. Et puis, à l'Assemblée, comme on l'a vu, l'utilisation de l'article 49.3 par la majorité à deux reprises déjà, qui également laissait présager une montée des antagonismes politiques. Ce qui a fait dire à Jean-Luc Mélenchon, qui donc a organisé cette manifestation de dimanche, qu'il fallait essayer de créer un nouveau front populaire. Et il a également prononcé le mot, lui aussi, de grève générale, qui avait été prononcé par Sandrine Rousseau, qui attendait cette étincelle qui déclencherait ce mouvement. Alors, la grève générale, on peut l'écarter d'un revers de la main en disant que c'est un fantasme. C'est aussi un mythe. C'est aussi un mythe très important de la gauche. La grève générale, c'est le mythe fondateur qui a été mis en avant dès le début du XXe siècle par le théoricien du syndicalisme révolutionnaire, qui était Georges Sorel, qui expliquait que, maintenant que les religions ont moins d'influence sur les consciences, on peut créer un mythe qui soit une sorte d'intuition, de blocs qui permettent d'agir. L'utopie, c'est une construction intellectuelle, c'est critiquable dans les détails, sa réalisation est lointaine, alors qu'un mythe, dit Georges Sorel, fait appel à des images et donne envie d'agir. Georges Sorel, il est bergsonien, il croit plus à l'intuition, à l'élan vital qu'à l'intelligence analytique, et il pense que pour avancer dans ses revendications, le peuple de gauche a besoin d'activer ce mythe. C'est ce qui explique, à mon avis,
avis, le succès relatif de Jean-Luc Mélenchon depuis quelques mois, puisqu'il réactive des mythes, le mythe de la Révolution française, le mythe du Front populaire, les succès de la gauche latino-américaine ou le mythe de la grève générale, avec une parole souvent presque oraculaire. Donc le mythe, mais le mythe ne s'est pas incarné cette semaine, il ne s'est pas réalisé. Les manifestations, comme vous l'avez dit, de la NUPES et des syndicats n'ont pas été de francs succès. Bref, la grande semaine, version contemporaine du Grand Soir, n'a pas eu lieu. Alors, si cet espoir de la grande rébellion a fait long feu, c'est sans doute parce que ce qui arrive aux Français, à mon avis, est plus complexe qu'une simple colère et une révolte contre la vie chère. En fait, je crois qu'il y a une sorte de causalité en cercle vicieux qui angoisse, mais qui ne pousse pas forcément, en tout cas, ni à la révolte générale, ni pour l'instant à la grève générale. Je récapitule rapidement cette causalité. À cause de la guerre en Ukraine, notamment, on se prépare à se passer du pétrole et du gaz russe, à cause des sanctions et parce que les robinets vont peut-être être coupés. L'énergie coûte de plus en plus cher, ce qui ajoute, comme vous l'avez très bien dit, au contexte de hausse de l'inflation. Donc il y a 3 angoisses. Celle de voir les prix de l'énergie s'envoler, c'est l'angoisse de tout le monde en France actuellement, surtout quand les boucliers tarifaires vont tomber, donc en début de l'année prochaine. L'angoisse de subir des pénuries d'électricité qui risqueraient de nous toucher directement et de désorganiser l'économie du pays. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit également, celle de perdre en pouvoir d'achat, puisque les salaires ne suivent pas, la plupart du temps, l'inflation. Donc ça provoque, je crois, non pas une colère qui débouche vers une explosion, mais plutôt une inquiétude et quelque chose qui est un peu différent de la colère, qui est le mécontentement. Alors, je regardais un sondage du cabinet Elab qui disait que, en fait, là, il y a énormément de Français qui sont mécontents, mais pas en colère. 58% des sondés sont mécontents, mais pas en colère. Ce qui est un peu différent, ce qui est une nuance. Mais pour terminer sur le cercle vicieux que je décris, après cette inquiétude, les grèves les plus visibles ont touché précisément sur les points où l'inquiétude est la plus grande, c'est-à-dire les raffineries et les centrales nucléaires, qui continuent d'ailleurs. Récemment, le gestionnaire de l'électricité en France, RTE, a dit que si les grèves continuaient dans les centrales nucléaires, il y aurait des conséquences lourdes sur l'approvisionnement d'électricité au cœur de l'hiver. Donc en fait, ces grèves qui répondent aux soucis de ne pas voir diminuer encore le pouvoir d'achat, redouble l'angoisse des pénuries et de la désorganisation de l'économie. Donc je parlerai plutôt non pas d'explosion, mais d'angoisse auto-réalisatrice, d'enchaînement des anxiétés dans un contexte, vous le disiez tout à l'heure, de coïncidence des crises. Et je dirais juste pour terminer que l'une des victimes collatérales de cette anxiété, ça pourrait, comme vous l'avez dit, être le soutien à l'Ukraine agressée par la Russie. Je citerai un autre sondage récent. 40% des Français considèrent que la priorité d'aider l'Ukraine de manière inconditionnelle, mais 59% des Français considèrent qu'il faut soutenir l'Ukraine uniquement si notre quotidien n'est pas impacté. Donc on sent que le soutien à la guerre en Ukraine, à cause de nos difficultés internes, est en train de baisser. Pendant les années où l'action sociale était une action collective et les avancées étaient des avancées pour tout le monde. Et pour toutes les raisons que vous avez dit, le déclin de cette action collective me semble avoir poussé au développement d'une forme d'individualisme qui est la récupération individuelle. Je vais en donner 2 exemples que je prends dans le domaine de la médecine. Une communauté de communes rurales dont le médecin unique va partir à la retraite lance un appel pour avoir un nouveau médecin généraliste et assiste à des surenchères sur les conditions matérielles de salaire, mais aussi, par exemple, de combien de voitures. Le médecin veut 2 voitures, le médecin veut... Et profite en effet de la pénurie pour régler pour lui-même, tirer pour lui-même des avantages de la situation. Et un autre exemple, dans une clinique, un opéré en salle de réveil, au moment où il reprend connaissance, a la surprise et le choc d'entendre du hard rock à fond.
Et après sa stupéfaction, il appelle l'infirmier anesthésiste et lui demande de couper la musique. Et l'infirmier répond « Non, pas question ». Et en interrogeant à sa sortie l'anesthésiste, le Perret s'entend répondre « Écoutez, monsieur, des infirmiers anesthésistes, il y en a une pénurie dont vous n'avez pas idée. Alors ils font la loi et ils font comme ils veulent. Alors évidemment, tous ne se comportent pas avec cette muflerie que je viens de décrire, mais je trouve que c'est un modèle, ce modèle de la récupération individuelle où on voit dans un certain nombre d'endroits où les gens partent avant le moment où ils sont censés partir, ou etc., parce que l'absence de foi en quelque chose de collectif fait qu'on se dit, grattons ce qu'on peut gratter. Nicole Niesotto. Oui, moi je crois que, pour continuer sur ce thème, que nos sociétés de l'hyper-individualisme, et que le numérique d'ailleurs va renforcer encore plus, sont vraiment un risque majeur, non seulement pour les mouvements sociaux, mais tout simplement pour nos démocraties. Quand il n'y a plus de sentiment de l'intérêt général, la démocratie est en danger. Mais plus prosaïquement, je voudrais juste revenir sur peut-être encore 2 autres arguments pour modérer, si tant est qu'on soit optimiste, mais pour modérer notre optimisme sur l'avenir social de la France. Si, vous me montrerez des pessimistes si on est optimiste. Première remarque sur le pouvoir d'achat. Je suis d'accord avec Béatrice Gibelin, mais c'est pas le pouvoir d'achat en tant que tel, c'est le pouvoir d'achat comparé au profit extraordinaire d'une petite minorité. C'est la comparaison des deux qui, à mon avis, peut faire étincelle sociale quand on voit que Total a engrangé effectivement 5 milliards d'euros de bénéfices en 3 mois et que l'augmentation des salaires est de 6%. Bon, il y a quand même un décalage. Donc c'est ça le premier souci, à mon avis, qu'il faut vérifier si on est au pouvoir. C'est quand même la réduction des inégalités. Et en cela, c'est EDF, je crois, a une bonne politique de communication. Quand ils ont dit que les raffineurs touchaient 5 000 euros brut net par mois. C'est Total qui dit ça. C'est Total, pardon. Oui. Deuxième élément que je veux ajouter pour être un peu pour dire pourquoi je suis quand même pas très optimiste, c'est l'étincelle. Je crois que le gouvernement s'en sort relativement bien, mais a fait une erreur majeure qui n'a pas encore eu les conséquences dramatiques, mais je pense que ça va être exactement comme les 5 euros les suppressions des 5 euros de l'APL au début du mandat de Macron. Ça, c'est la suppression par Bruno Le Maire, donc par Emmanuel Macron, de la taxe sur les super profits dont on n'a pas le droit d'appeler comme ça, mais enfin, qui ça veut dire. Cette suppression dans le budget 2023 d'une taxe qui avait été votée pour une fois majoritairement, à mon avis, c'est l'étincelle, peut-être à retardement, mais qui pourrait enflammer la situation sociale en France. Akram Belkaïd. Oui, pour réagir à ce qui vient d'être dit et faire écho à l'histoire de l'infirmière anesthésiste, je pense que quand vous proposez à une société un modèle où il n'y a pas d'autre solution, la fameuse phrase de Thatcher, ou lorsque tout est orienté allons sur le long terme, un désengagement de l'État, malgré effectivement une politique de redistribution, mais où on sent bien que depuis maintenant 2 voire 3 décennies, le maître mot, c'est la coupe, c'est la réorganisation, etc. Vous aboutissez à des comportements individualistes, vous aboutissez à une détérioration de ce qui, vu de l'étranger, était la force de la France, ses services publics, son organisation. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, à bien des égards, lorsqu'on est dans une gare dans banlieue d'une grande ville, à commencer par Paris, on se dit qu'on est dans un pays en voie de développement. On voit des infrastructures qui sont en déliquescence, qui sont à l'abandon. On va dans des hôpitaux, on se demande comment les hôpitaux fonctionnent et tiennent encore. Alors on est passé effectivement... on a pu traverser la crise du Covid vaille que vaille, mais tout de même, et moi c'est cette fragilité qui m'inquiète et qui me fait penser que ceux qui la subissent le plus sont ce sont les ménages les plus modestes en termes de revenus. Et là aussi, il y a ce double sentiment, à la fois
d'accablement, d'impuissance, d'incapacité à rejoindre un mouvement de contestation parce qu'une journée de grève retirée du salaire, ça fait beaucoup. Mais tout de même, on est dans ce cadre, je dirais, de déliquescence, j'utilise le mot, d'un modèle public qui a longtemps assuré la cohésion de la société française. Oui, parce que la dépense publique, évidemment, son montant est important, mais sa nature est importante, son contrôle est important et sa qualité est importante. Sur ce plan-là, je voudrais recommander un article paru dans Le Monde du 15 octobre de Luc Bronner qui s'intitule « Les TER, trains fantômes des Hauts-de-France ». On verra à quel point la SNCF, qui a été un élément pas seulement de la fierté, mais de l'identité nationale, est à quel point de déclassement elle est arrivée. Béatrice Justement, Sublin. pour rebondir sur la SNCF, c'est comment la perception d'une rivalité avec ce qui était Arinter à l'époque, et dans une société d'ingénieurs, et les ingénieurs à la SNCF pèsent extrêmement lourd, ils ont été les dirigeants de la SNCF, comme à EDF de la même façon, a imposé le TGV pour concurrencer vraiment l'avion. Et le TGV, c'est extrêmement cher, donc ça a été l'abandon de tout ce qui était les petites lignes. Au moment où l'automobile monte en puissance, avec même parfois en milieu rural 2 voitures par ménage, et donc l'idée qu'on n'avait plus du tout besoin de ces petites lignes. Et maintenant, dans cette situation climatique où de nouveau on se dit qu'il faut trouver du réseau ferré, eh bien ça coûte effectivement les 100 milliards que demande Ferrodoux pour relancer la SNCF. Michel Elchaninov. Oui, juste pour nuancer un tout petit peu l'individualisme que vous avez évoqué, vous avez raison, on arrive peut-être au bout d'une société individualiste, mais cet individualisme provoque un désir de collectif, à mon avis, gigantesque. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait ce plaisir d'être ensemble, d'être sur les ronds-points, de camper sur les ronds-points, d'y rester. Et je crois que l'engagement associatif qui est important, comme on le sait, très important dans notre pays, le désir d'inventer des nouvelles formes de vie collective, mais en dehors des institutions ou différemment des institutions, existe. Et donc je crois qu'aujourd'hui, on vit une tension entre cet individualisme qui peut nous pousser à ne pas aller manifester pour des raisons diverses et des désirs d'inventer des nouvelles formes de collectifs, mais notamment pour protester aussi. Donc je crois que les deux coexistent. J'ai peur que sur l'engagement associatif, Michel, vous ne soyez optimiste, parce que les échos qu'on peut avoir sont plutôt d'un abaissement du bénévolat. Dans beaucoup de domaines. Dans le domaine culturel, c'est très frappant. Dans d'autres domaines, mais pas dans le domaine social. Dans le domaine éducatif, dans le domaine éducatif. Culturel, sûrement. Je ne demande qu'une chose sur ce point, c'est d'avoir tort. Et je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie, puisque une guerre, c'est en Ukraine, peut en cacher une autre. Durant plus de 2 jours, en septembre, une quinzaine de villes et de sites civils ou militaires arméniens ont été bombardés ou pris d'assaut par les forces azéries le long des 250 km de frontière, faisant près de 300 victimes du côté arménien. Un cessez-le-feu fragile a été signé mi-septembre. Les 2 pays se rejettent la responsabilité de ces affrontements qui ont poussé des centaines de civils arméniens vivant dans la zone frontalière à fuir. Après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les Arméniens séparatistes du Nagorno-Karabakh avaient unilatéralement proclamé leur indépendance. Le conflit qui a suivi avait fait 30 000 morts. En 2020, Bakou avait tenté de récupérer cette région dans une offensive qui s'était soldée par un accord de cessez-le-feu, accord qui actait notamment la restitution de 3/4 du territoire du Nagorno-Karabakh à l'Azerbaïdjan, mais aussi la restauration des liaisons économiques et de transport entre l'Azerbaïdjan et sa région enclavée du Nakhichevan, je n'arriverai à le prononcer, Nakhichevan, merci Michel, située entre la Turquie et l'Arménie. Ce point supposait la création d'un corridor contrôlé par les forces de paix russes, en plein territoire souverain arménien. L'Arménie a refusé cette perte de souveraineté. Dénonçant une agression et espérant une réaction de la communauté internationale, le Premier ministre arménien a demandé l'aide de la Russie, de l'Organisation du traité de sécurité collective et du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une délégation
de l'Organisation de sécurité collective est arrivé le 15 octobre à Erevan pour examiner la situation, mais alors que Moscou est de plus en plus isolé sur la scène internationale, les États-Unis et l'Union européenne ont pris un rôle majeur de médiateur dans le processus de normalisation entre Bakou et Erevan. La France, coprésidente du groupe de Minsk, chargé d'une résolution pacifique des différends entre les deux pays avec les États-Unis et la Russie, a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Union européenne va envoyer une mission civile en Arménie le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan pour établir la confiance entre les deux pays et contribuer à la délimitation des frontières. À 3 exceptions près, la France, l'Inde et les États-Unis, les commentaires officiels, y compris européens, s'en tiennent à respecter une stricte symétrie entre les parties au conflit. Le 18 juillet dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé un accord prévoyant un doublement des importations du gaz azerbaïdjanais dans l'Union européenne. Sur cette question, Michel Elcheninov. Alors, évidemment, que cette résurgence du conflit apparaisse en plein conflit en Ukraine pose la question de savoir s'il y a un lien et même s'il y a si finalement la guerre en Ukraine a des effets sur ce conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Alors, en première analyse, je dirais non, parce que c'est un différend extrêmement ancien, comme vous l'avez rappelé. C'est même le plus ancien des conflits post-soviétiques. Il a même commencé en 1988, avant l'explosion de l'URSS, quand dans cette enclave, donc en Azerbaïdjan, du Nagorno-Karabakh, peuplé à 90% d'Arméniens, eh bien, la population a demandé le rattachement à l'Arménie, puis proclamé son indépendance. Bon, cette souveraineté du Nagorno-Karabakh n'a pas été reconnue de manière internationale, sauf par d'autres territoires séparatistes comme l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud ou la Transnistrie. Mais donc c'est un problème puisqu'il y a 2 principes qui se combattent. D'un côté, le droit à l'autodétermination. Les habitants du Haut-Karabakh voulaient leur indépendance. Et de l'autre côté, le principe d'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Et donc c'est une question qui est très ancienne. Après le premier conflit, donc, qui a duré de 88 à 1994, il y a eu 400 000 réfugiés arméniens et 800 000 réfugiés azerbaïdjanais, puisque l'Arménie a conquis non seulement le Nagorno-Karabakh, mais aussi 7 districts qui l'entourent. Et donc, a finalement protégé son territoire, donc ce qui a causé beaucoup de réfugiés, ce qui explique que Bakou, après cette défaite de 1994, s'est réarmé et considéré comme parfaitement légitime de reprendre ce territoire qui, d'après l'Azerbaïdjan, fait partie intégrante de son territoire. Donc, je ne crois pas que la guerre en Ukraine ait un effet direct, immédiat sur ce retour de la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui est très ancien. Mais pour nuancer cette analyse, je dirais que depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis l'invasion russe du 24 février, on regarde un peu autrement ce conflit. On se rend compte que des anciennes républiques soviétiques, qui étaient considérées comme étrangers proches par Moscou, sur lesquels Moscou considérait qu'il avait un droit de regard, eh bien, ont tout simplement suivi leur chemin depuis 30 ans. C'est le cas, bien sûr, de l'Ukraine, qui, après la révolution du Maïdan en 2013-2014, a décidé de s'éloigner du grand frère. C'est le cas du Kazakhstan aujourd'hui. C'est le cas d'un conflit qui naît entre le Tadjikistan et le Kirghizistan. Bref, on a l'impression qu'en 30 ans, et on s'en rend compte vraiment aujourd'hui, eh bien, ces républiques ne sont plus aux ordres du grand frère. On a aussi l'impression que tout s'accélère depuis février 2022, comme si on se rendait compte qu'un processus de désagrégation de l'Empire, de désagrégation impériale, était véritablement en train de se faire. Moscou est affaibli. Ce qui est incroyable, c'est que le 13 septembre, Moscou a voulu imposer un cessez-le-feu entre Azerbaïdjan et Arménie, qui n'a pas été respecté, alors qu'il y a 2000 soldats russes en Arménie et de bases militaires. Il y a une force d'interposition. Ensuite, la position d'arbitre de Moscou est contestée. Elle est contestée depuis longtemps, puisque le groupe de Minsk, constitué d'Européens et d'Américains, avait déjà contribué à résoudre le premier conflit au Karabakh. Mais il est évident que la position d'arbitre de Moscou est contestée aujourd'hui par les États-Unis et par l'Union européenne notamment. Enfin, je dirais que
Il y a un tabou qui a sauté, bien sûr, avec la volonté de Vladimir Poutine de résoudre la question ukrainienne par les armes, ce qui, aujourd'hui, a tout de même décomplexé Bakou, puisque, rappelons-le, l'attaque de mi-septembre ne visait pas le Haut-Karabakh, mais visait le territoire arménien directement. Donc, s'agit-il d'une pression du président azerbaïdjanais Aliyev pour avancer dans les négociations avec l'Arménie et enfin faire accepter à son Premier ministre Nikol Pachinian que le Haut-Karabakh appartienne de jure à l'Azerbaïdjan? S'agit-il d'un plan secret d'invasion future du sud de l'Arménie? On ne le sait pas, mais il est évident que depuis l'invasion russe de l'Ukraine, un tabou a sauté et il va falloir sans doute s'attendre à ce que d'autres républiques ex-soviétiques règlent leurs différends par les armes. Patrice Gibelin. Oui, je trouve, la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan me rappelle le titre d'un ouvrage de Lacoste qui était « La géopolitique, la longue histoire d'aujourd'hui ». Et dans le cas de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, c'est exactement ça. Parce que cette complexité, elle est liée à l'entremêlement de territoires, qui soient des territoires arméniens sur le territoire en tant qu'enclave de l'Azerbaïdjan et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a la même chose avec le Nakhitchevan, qui est là au sud-ouest de l'Arménie et qui est une enclave azerbaïdjanaise ou azérie au cœur de l'Arménie, qui sont des tout petits territoires. L'Arménie, c'est un petit territoire. Et c'est un héritage de Staline, qui a véritablement décidé de cet entremêlement pour affaiblir et manipuler, bien sûr, cette situation qui n'a pas été réglée. Et là où la situation est douloureuse aujourd'hui, c'est que l'Arménie, dans sa propre histoire, ayant été tellement réduite par rapport au territoire qu'elle avait à l'époque de la Grande Arménie, se retrouve effectivement dans ce territoire de 30 000 km², un peu plus peut-être, avec juste 3,5 millions d'habitants, quand l'essentiel de sa population est aux États-Unis et en France et ailleurs. Quant à l'Azerbaïdjan, il faut, et pour la population azerbaïdjanaise, il faut bien voir qu'elle a été, qu'elle s'est vécue comme, j'allais dire, méprisée par les Arméniens. Et très justement, Michel rappelait qu'en 88, il y avait eu vraiment des pogroms avec une révolte d'Azéris contre des Arméniens à Bakou, car c'est eux qui étaient en position dominante, les Arméniens. Et il y a eu dans certains quartiers véritablement un massacre. Bien. Et c'est donc bien avant, effectivement, pas bien avant, mais quelque temps avant la chute de l'Union soviétique. Et dans la guerre de l'Arménie, dans la conquête du Haut-Karabakh, ça me fait penser au Kosovo, si vous voulez. On dit, c'est 90% d'Arméniens, donc ça doit revenir à l'Arménie. C'est pas si simple que ça, parce que dans les représentations, tant de l'Arménie que de l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh, qui est une zone de montagne, qui n'a pas du tout d'enjeu économique majeur, c'est la représentation de l'origine même du berceau. Et quand on parle de berceau en géopolitique, on est toujours mal parti. Bon, et ça, je crois que les Arméniens se sont grisés des conquêtes qu'ils avaient faites de territoires qui n'étaient pas les leurs sur ces 7 districts. Et ça, l'Azerbaïdjan ne l'a jamais accepté. Donc on se trouve dans une situation où ça ne se réglera pas, sauf peut-être, et je vais dire quelque chose qui va faire hurler, dans des déplacements de population. Parce qu'on se trouve avec des gens qui se trouvent déplacés dans des catastrophes, dans des situations catastrophiques, en particulier les personnes âgées, qui sont celles qui souffrent le plus de ce genre de situation. Dernier point que je voudrais dire, ne pas oublier que la famille Aliyev, qui est à la tête depuis maintenant 30 ans, même un peu plus, de l'Azerbaïdjan, est originaire du Nakhitchevan. Et qu'elle ne lâchera pas ce qui est l'origine même de sa famille. Akram Belkaïd. Oui, alors il y a plusieurs lectures de ce conflit. L'une d'entre elles est d'essayer de comprendre les logiques des acteurs régionaux et internationaux. On comprend très bien que la Turquie joue son rôle, joue son jeu,
depuis le début. En 2020 déjà, la Turquie avait été, même avant, mais la Turquie avait été très très active dans le soutien apporté à l'Azerbaïdjan. On sait, même si il faut relativiser cette histoire de résurgence de l'Empire ottoman, on sait que l'une des visions stratégiques d'Erdogan, c'est d'essayer de créer cette espèce de zone turcophone sur laquelle il pourrait s'appuyer et contrebalancer, le refus qui lui a été opposé de faire entrer son pays dans l'Union européenne. La Russie, et c'est là où moi je trouve qu'effectivement il n'y a pas de hasard, c'est qu'on voit bien que la guerre en Ukraine écorne, ou en tous les cas fait que la Russie aujourd'hui est d'une certaine manière enlisée dans le conflit ukrainien, et que pour l'Azerbaïdjan, bien c'est l'occasion qui fait le larron, c'est-à-dire que peut-être qu'on a moins peur de Poutine, vous l'avez dit, le cessez-le-feu n'est pas respecté, et donc on a cet affaiblissement, je mets ça entre guillemets, potentiel de la Russie, qui donne, je dirais, des motivations à des acteurs régionaux qui se détachent un peu de ce que les grandes puissances de jadis pouvaient leur imposer. J'ouvre une parenthèse, c'est un peu comme l'Arabie Saoudite qui ose dire non aux États-Unis aujourd'hui en signant un accord pétrolier avec la Russie dans le cadre des OPEP+. Donc il y a cette réalité. L'autre réalité, c'est la réalité énergétique. Et là, c'est une conséquence directe du conflit ukrainien. On sent bien que l'Azerbaïdjan est courtisé. La guerre en Ukraine est une très bonne nouvelle pour tous les régimes autocratiques qui possèdent des ressources naturelles qui étaient plus ou moins mis à l'écart, en tout cas mis à l'index par la communauté internationale, et qui aujourd'hui sont de nouveau courtisés pour qu'ils puissent s'ouvrir les vannes, soit des gazoducs, soit des oléoducs. Et dans cette crise, l'Azerbaïdjan peut donc compter sur le soutien, une espèce de position plus ou moins neutre, plus ou moins molle des Européens, et le soutien d'un autre acteur de poids qui est, et ça on oublie de le dire parce que c'est une alliance contre-intuitive, il y a un acteur régional qui est Israël, qui est un soutien puissant sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan du renseignement pour l'Azerbaïdjan. Et donc c'est effectivement, moi je comprends les cris de désespoir des représentants de la diaspora arménienne, notamment en France. On a vraiment l'impression que, ma foi, il serait bon que les Arméniens se contentent d'une solution à minima en termes de bénéfices pour eux, parce que l'urgence est de trouver une solution au manque potentiel d'hydrocarbures en Europe. Nicole Nisotto. Oui, je crois aussi qu'il y a 3 conflits qui se superposent. Il y a le conflit traditionnel soviétique, si je puis dire, dont vous avez parlé, qui est la lutte entre les Azéris et les Arméniens. Il y a la guerre impérialiste, nationaliste turque. Ça, je crois que cet élément, il est fondamental, parce que Erdogan ne cache pas sa volonté, avec la complicité des Azéris, d'étendre son contrôle territorial, pas seulement en Syrie et en Irak, mais aussi à l'Est. Et puis, il y a la guerre idéologique, si je puis dire, entre les démocraties d'un côté et les régimes autoritaires de l'autre. Et ça, c'est nouveau. Et cette nouveauté-là, c'est le fait que ces 3 conflits soient impliqués, emmène, à mon avis, 2 éléments nouveaux. Le premier, c'est l'intervention des Occidentaux. C'est la première fois que les Américains et les Européens s'impliquent directement dans ce conflit. Nancy Pelosi est allée en Arménie au mois de septembre. Les Européens, qui quand même n'ont pas très envie aujourd'hui de faire des interventions extérieures, ont quand même décidé cette petite mission d'observation de 40 civils à la frontière entre les 2 pays. Et donc, on voit que les Occidentaux sont désormais partie prenante d'une éventuelle solution du conflit entre Arménie et Azérie. Et la deuxième nouveauté, c'est que là, c'est plus seulement le Haut-Karabakh ou les minorités qui sont en jeu, c'est la survie de l'Arménie elle-même, puisque l'Azerbaïdjan a tapé sur le territoire de l'Arménie, revendique une partie d'Erevan et ne se contente plus de faire la guerre dans le Haut-Karabakh. Et donc, ces 2 nouveautés, l'Arménie est en danger et
les Occidentaux commencent à s'impliquer, à mon avis, marque un tournant dans cette guerre. Cela dit, pour les Occidentaux, ça va être très difficile pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que notre allié, entre guillemets, Arménie, est allié à Moscou, qui est l'agresseur de l'Ukraine. Donc c'est déjà un peu compliqué. Et inversement, l'agresseur sur l'Arménie, l'Azérie, est notre allié potentiel en matière de fourniture de gaz. Donc ça, c'est déjà une autre complexité. Et troisième élément de complexité, pour assurer quand même un peu de stabilité dans ce bazar du Sud-Caucase, d'Asie centrale, contre les éventuelles réactions de l'Iran, qui n'est quand même pas d'accord de voir la Turquie éventuellement étendre sa puissance, donc vous pourrez réagir, et contre les avancées de la Chine, dont le grand rêve est quand même de contrôler ces démocraties, enfin ces pays d'Asie centrale. La troisième contradiction, c'est que finalement, on a bien envie que les Russes quand même mettent un peu de stabilité dans la région. Donc de facto, on a une espèce de connivence avec la Russie. Et donc, toute cette complexité fait, effectivement, que le drame arménien aujourd'hui vire à la tragédie, parce que même si la nouveauté est l'investissement des Occidentaux, il y a tellement de contradictions dans nos stratégies à court et à moyen terme que les Arméniens sont quand même très seuls. Michel Chaninov. Alors, est-ce qu'on peut reprocher aux Européens de ne pas être assez actifs pour défendre les Arméniens ? Je serais plus nuancé sur la question parce qu'en fait, cet envoi d'observateurs d'une mission civile qui a été annoncé par Emmanuel Macron et Charles Michel le 6 octobre, le jour du lancement de la communauté européenne, a été en fait préparé depuis très longtemps par Charles Michel. Et il faut se rappeler que les deux dirigeants, donc Nikol Pachinian, Premier ministre arménien, et Ilham Aliyev, président azerbaïdjanais, s'étaient rencontrés déjà plusieurs fois, en août, en mai. C'est-à-dire qu'en fait, l'engagement européen n'est pas si neuf. L'Europe ne s'est pas réveillée en octobre après cette nouvelle agression azerbaïdjanaise. Il y a un processus de médiation qui existe depuis plusieurs mois, qui est mené notamment par le Conseil européen et Charles Michel, qui entre parenthèses, est un peu furieux que Macron lui ait volé la vedette le 6 octobre, mais ça, c'est des affaires diplomatiques. Mais en fait, l'Europe est actrice du conflit depuis longtemps. Par ailleurs, sur le statut du Haut-Karabakh, le problème, c'est que dans les accords de cessez-le-feu de novembre 2020, il n'y a rien de décidé sur le statut du Karabakh. Et c'est ça qui achoppe. Alors, il y a la question, effectivement, de cette route qui mène d'Azerbaïdjan dans la région enclavée du Nakhitchevan, qui est un des problèmes et un des prétextes de l'Azerbaïdjan pour avoir attaqué l'Arménie il y a quelques semaines. Mais au fond, le problème, c'est quel est le statut du Nakhitchevan ? Et depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian suggère que peut-être l'Arménie sera contrainte de lâcher et de rendre le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. Ce qui a provoqué déjà des manifestations immenses, ce qui lui vaudrait peut-être d'ailleurs sa place de Premier ministre, même s'il a été réélu. Pachinian est dans une situation terriblement compliqué, puisque d'un côté, il devrait sans doute peut-être rendre le Haut-Karabakh, et en même temps, ça provoquerait une réaction chez lui qui serait immense. Béatrice Dublin. Comme quoi, quand on essaye d'être lucide pour éviter des drames, c'est pas forcément vécu quand on est dans le sentiment, il passerait pour un traître. Ce qui est peut-être pourtant la solution qui éviterait qu'on soit dans une situation absolument dramatique. Je voudrais juste dire que dans l'analyse qu'on vient de faire, on n'a pas dit un mot du discours des religions, c'est-à-dire du rôle d'avoir un royaume arménien qui était le premier royaume chrétien et dans la représentation d'un bastion chrétien dans un ensemble musulman chiite dans le cas de l'Azerbaïdjan. Et le fait qu'on n'en ait pas dit un mot ici prouve qu'on ne le voit pas comme étant effectivement l'argument premier de ce conflit. En revanche, il est évident que pour les Azerbaïdjanais, c'est du passé faisons table rase de tout ce qui est les églises, les cimetières. Véritablement, là, on est sur un massacre qui n'est pas seulement d'individus, mais qui est aussi sur des siècles d'histoire. Nicole Nisotto. Oui, juste deux petits points. Même si la question du Karabakh était résolue, la question de l'Arménie ne le serait pas. Ça, c'est mon premier point. Et deuxième point, l'Europe est quand même très ambivalente. Vous avez raison sur Charles Michel et le Conseil, les États, et en particulier donc, les négociations de couloir qui ont eu lieu à la communauté politique européenne. Mais
le fait est que Madame Ursula von der Leyen est allée à Bakou en grande pompe en juillet et en remerciant le pays, l'Azerbaïdjan, comme un partenaire sûr et fiable. Et donc, je trouve qu'ils auraient mieux fait de s'entendre plutôt que de donner l'image de ces deux institutions en contradiction. Akram Belkaïd. Oui, rapidement. En lisant, en parcourant l'excellente revue de presse qui nous est préparée avant chaque émission, il y a quelque chose, moi, qui... Par ça a Sophie été dit. Jacquin. Voilà. Je voudrais dire simplement que ce qui m'a sauté aux yeux, c'est effectivement quelque chose d'assez évident, mais c'est quand même important, et ça a été dit, c'est qu'aujourd'hui, les États ne craignent plus de se faire la guerre. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de fondamental en ce début de siècle, puisqu'on a été habitué à des révoltes, à des guerres civiles, à des partitions, mais que des États dont on était dans ce paradigme de la paix post-Seconde Guerre mondiale. Et peut-être entrons-nous, malheureusement, dans une période un peu plus compliquée où les États ont d'autres moyens que la diplomatie pour arriver à leur fin. Je me permets de signaler aux personnes qui voudraient aller un peu plus loin, notamment sur le thème de l'Arménie, notre émission thématique numéro 208 de la fin août de 2021 avec Gérard Malkassian sur l'Arménie après la guerre du Haut-Karabakh. L'heure a sonné de notre dernière séquence, celle des brèves, que je vais introduire en recommandant la lecture d'un livre déjà tout à fait ancien, qui est le livre de Richard Kapuscinski, ce journaliste polonais, qui s'intitule Le Chat, et qu'on trouve aux éditions Flammarion. C'est la description, par ce journaliste qui est aussi un écrivain tout à fait original et puissant, c'est la description de la révolte et de la chute du Shah d'Iran. Ça fait un écho absolument étonnant à ce qui est en train de se passer, et on a l'impression que c'est le seul moyen, ce moyen un peu anachronique, d'être avec ou auprès de ceux qui sont en train de se révolter en Iran, avec la même endurance dans le mal, dans la souffrance et dans le mal infligé par des forces de l'ordre, avec évidemment la différence que, à l'époque de la chute du Shah, dont les comportements infâmes de la police sont fort utilement rappelés par Kapuscinski, mais à l'époque de la chute du Shah, un certain nombre de gens ont cru que les mollahs étaient une alternative, et qu'aujourd'hui il n'y a même plus les mollahs. C'est un ouvrage extrêmement frappant, très attachant, et encore une fois très impressionnant par la manière dont on croit voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui à travers ce que Kapuscinski écrit. Michel Lelchaninov. J'aimerais conseiller une exposition que j'ai vue il y a quelques jours qui m'a vraiment impressionné. Elle est consacrée au photographe ukrainien Boris Mikhailov et donc elle se tient à la Maison européenne de la photographie à Paris jusqu'à janvier. Mikhailov, c'est un vétéran de la photographie en Ukraine. Il est né en 1938 à Kharkiv, donc dans l'est de l'Ukraine. Pendant le dégel de Khrouchtchev, il fait beaucoup de photos de nus. Donc, il y a le KGB qui débarque chez lui, qui l'accuse de pornographie. Mais ça ne l'empêche pas. Vous allez voir énormément de nus dans cette exposition. Mikhailov est un artiste subversif, sans doute érotomane. Et donc, il y a énormément de nus qu'il superpose parfois dans des collages très amusants à des symboles du soviétisme. Parce que c'est également un photographe dissident qui colorise des photos officielles, qui prend des photos de rue, alors que c'est pas forcément autorisé, qui il fait une parodie de vacances chic en Crimée dans les années 60. Il fait des séries très drôles. Et puis ensuite, il accompagne l'histoire de son pays. Donc, il va photographier de manière terrible, mais vraiment poignante, la misère des années 1990 en Ukraine. Donc, à partir de 91, après l'indépendance, ces décennies de chaos, il montre des sans-abri, il montre ce capitalisme sauvage qui envahit le pays. Et en fait, il nous donne à voir tout simplement l'histoire de l'Ukraine. Il continue avec la révolution du Maïdan. Il montre ces jeunes gens qui deviennent tout d'un coup des révolutionnaires, alors que ce sont des citoyens comme les autres. Et voilà, il nous dessine une histoire extraordinaire de ce pays. Kourézi, c'est magnifique. Akram Belkaïd. Oui, alors c'est une pièce de théâtre dont je voudrais vous parler. Le thème, c'est une maladie virale qui se répand. Ce sont surtout les personnes âgées qui meurent.
On rêve de trouver le vaccin qui correspondra à un jackpot. Pendant ce temps-là, des rumeurs circulent, les États se font un peu la guerre, comportement égoïste, il y a des fake news qui circulent, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, c'est une pièce de théâtre de Karel Čapek qui a été écrite en 1937 et qui s'appelle La Maladie blanche. Et donc, c'est une pièce qui va être jouée à la Belle Étoile. C'est à Saint-Denis. J'invite les auditeurs parisiens à franchir le périphérique, à découvrir cette jolie salle. C'est une pièce qui est montée par la compagnie Joli Môme. Ce sera au mois de novembre. Ça durera 1 mois et c'est une pièce assez étonnante dans ce qu'elle a eu de caractère prédictif par rapport à ce que nous avons vécu il y a 2 ans. Compagnie Joli Môme est une compagnie qui a un éventail d'activités, aussi bien dans la rue que dans les scènes de théâtre, qui méritent d'être suivies. Nicole Nisotto. Alors, si vous ne l'avez déjà fait, moi, je vous conseille vivement d'aller à la BN Richelieu, la nouvelle bibliothèque nationale, restaurée magnifiquement après 12 ans de travaux, et en particulier de jeter un œil, parce que les gens y travaillent, donc il faut y aller tout doucement dans l'immense salle de lecture ovale, qui a toujours ces lampes vertes sur les tables en bois magnifiques. Ouverte à tout le monde. Ouverte à toutes. Et surtout, le musée de la Bibliothèque nationale, qui est pour moi une véritable découverte. Ce musée contient 900 objets qui n'ont jamais été montrés depuis des décennies, parce qu'il correspond à l'ensemble des collections du cabinet royal, enfin des cabinets royaux, et l'ensemble des collections que Colbert avait décidé petit à petit de mettre dans un lieu unique, et ses successeurs après l'ont fait. Et donc on voit des choses absolument formidables, comme le trône de Dagobert, comme l'échiquier de Charlemagne, comme le camée de France, avec une collection de camées qui est tombée absolument sublimissime, notamment dans la collection du duc de Luynes, qui avait fait don de sa collection aux trésors royaux. Enfin, c'est quelque chose d'absolument formidable, et que je vous reconseille vivement. C'est ouvert tous les jours, ça coûte 10 € et c'est une splendeur. Et oui, je confirme absolument l'enthousiasme de Nicole. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un Xème atlas, puisqu'en ce moment, les atlas se démultiplient. C'est le premier atlas publié par Le Monde, sous la direction de Delphine Papin, qui est la responsable du service infographie du Monde et qui fait ses cartes hebdomadaires dans les pages géopolitiques qui sont, de mon point de vue, de très, très grande qualité. Et c'est l'atlas géopolitique de la Russie. Évidemment, pour démarrer, c'est quand même un morceau de choix, et qui est donc à la fois avec l'équipe de cartographie du Monde, qui est une équipe importante, et les commentaires des journalistes. Sylvie Kaufmann, Piotr Smolar, voilà, et c'est par 3 grandes parties qui vraiment c'est extrêmement intéressant. D'abord parce que les cartes sont de très très grande qualité, avec des légendes qui sont des légendes intelligentes, c'est-à-dire on suit un raisonnement en lisant la légende, et ça éclaire vraiment considérablement la lecture de la carte. Et alors, c'est à la fois avec une partie historique, bien évidemment, sur comment ça se constitue, cet empire russe dont on a parlé rapidement. Puis après, dans une période beaucoup plus contemporaine, comment Moscou cherche à contrôler son étranger proche, l'histoire avec la Biélorussie, par exemple, comment elle ne supporte pas une Ukraine qui va s'émanciper. Il y a un chapitre très intéressant sur les rapports de force Russie-OTAN, parce que non seulement il y a des cartes, mais il y a aussi beaucoup de graphiques. Par exemple, les forces des deux côtés, qu'est-ce que ça représente? Et évidemment, un dernier chapitre sur l'Ukraine qui est en train de se faire. Franchement, c'est un travail de très grande qualité, et ils vont en faire d'autres. Dernière petite chose, Le Monde sort pas de côté, qui est une façon de voir le monde, non pas de notre point de vue, mais de celui des autres. Le premier est évidemment le regard de la Russie. Merci. Je vous rappelle que notre prochaine émission en public à l'École alsacienne sera le 6 novembre et que vous pouvez vous inscrire en allant sur notre site et en cliquant sur l'onglet « Émission en public ». Merci à Sophie Jacquin, dont la revue de presse a été vantée tout à l'heure, à Benoît Carré, dont le compendium ne le cède en rien en qualité à la revue de presse de Sophie Jacquin, à Olivier Magloire, dont la patience ne le cède en rien ni à la qualité de la revue de presse de Sophie, ni à celle du compendium
de Benoît Carré, puisqu'il répond à tous ceux de nos auditeurs qui ont des difficultés avec leur carte de crédit, qui est venue à péremption, dont ils ne savent pas comment faire pour continuer à nous soutenir. Mais merci de nous écrire pour nous poser la question. À Nicolas Tourneau, dont la qualité, etc., lui permet de s'occuper de notre site. À Thibaut Delage, du studio L'Arrière-Boutique, avec qui nous sommes depuis maintenant 6 ans, avec beaucoup de plaisir, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent. Et je pense que j'ai remercié tous ceux auxquels nous devons des remerciements, mais pas encore ceux qui s'apprêtent cette semaine à rejoindre la cohorte de nos contributeurs. Merci et à la semaine prochaine.